Je me souviens du jour où ce flacon est entré dans ma vie comme si c'était hier. C'était en novembre 1965. Paris était gris, enveloppé dans ce brouillard humide qui colle au manteau et pénètre les os. J'avais 22 ans. Je travaillais comme vendeuse dans une mercerie rue de Rivoli. Je n'avais pas d'argent, je vivais dans une chambre de bonne, au 6e étage sans ascenseur, mais j'avais quelque chose de plus précieux. J'avais Pierre. Pierre n'était pas un homme raisonnable. Il était peintre. Il avait des taches de peinture sur ses pantalons, des mains toujours froides et un feu dans le regard qui pouvait brûler une ville entière. Il vivait au jour le jour, dépensant son dernier franc pour une bouteille de vin ou un tube de bleu outre-mai. Il me disait souvent « Solange, la vie est une urgence. On ne sait pas si on sera là demain pour voir le soleil se lever. » Moi, je riais. Je lui disais qu'il était trop dramatique. Je lui disais qu'on avait tout le temps du monde. J'étais jeune et quand on est jeune, on croit que le temps est une ressource infinie, comme l'eau de l'océan. Pour mon anniversaire, Pierre a fait une folie. Il a vendu sa seule montre, celle que son grand-père lui avait laissée, et il a sauté plusieurs repas pour rassembler la somme nécessaire. Il m'a emmené sur les quais de la Seine sous un parapluie troué, et il a sorti ce flacon de sa poche. C'était L'air du temps de Nina Ricci. À l'époque, c'était le summum du luxe. Pour une petite vendeuse comme moi, c'était un trésor inestimable. Je me souviens de la sensation du verre froid dans ma main chaude. Je me souviens de l'odeur de la pluie mêlée à l'odeur de tabac froid de la veste de Pierre. Il m'a regardé avec cette intensité qui me faisait trembler et il a dit « Mets-le. Je veux que tu sentes comme une reine. Je veux que cette odeur soit notre signature. » C'est à ce moment précis que j'ai commis ma première erreur. Une erreur qui allait définir tout le reste de ma vie. Au lieu d'ouvrir le flacon, au lieu de déchirer l'emballage avec avidité et de m'asperger de ce luxe, j'ai reculé. La peur m'a saisi. C'était trop beau. C'était trop précieux pour un mardi soir pluvieux sur un quai sale. J'ai pensé que je ne méritais pas de porter ça pour aller travailler le lendemain, pour prendre le métro bondé. J'ai dit à Pierre « Non, mon amour, pas ce soir. C'est un parfum sacré. Je vais le garder. Je vais le garder pour une occasion spéciale, pour nos fiançailles, peut-être, ou pour le jour où tu auras ta première exposition. Je ne veux pas le gâcher. » Je revois encore l'ombre qui est passée dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère, c'était de la déception. Une déception profonde, silencieuse. Il a haussé les épaules et a murmuré « Comme tu veux, Solange, mais n'oublie pas que les fleurs ne gardent pas leur parfum éternellement. » J'ai posé le flacon sur ma commode et je l'ai transformé en idole. Je le regardais tous les matins en me brossant les cheveux. Je m'imaginais le porter. Je rêvais du jour parfait où je briserais le seau. Une semaine plus tard, nous avons été invités à un dîner. J'ai failli l'ouvrir, mais j'ai pensé « Non, c'est juste un dîner entre amis. Ce n'est pas assez grandiose. » Un mois plus tard, c'était Noël. J'ai hésité. « Non, il y aura trop d'odeurs de cuisine. Le parfum sera perdu, attendons. » Toujours attendre. Toujours repousser. Toujours croire que demain sera plus digne d'être vécu qu'aujourd'hui. La vie, elle, n'a pas attendu. Pierre a eu une opportunité de partir en Italie, à Florence, pour étudier les maîtres de la Renaissance. Il m'a supplié de venir avec lui. « On partira avec rien, disait-il. On dormira dans des greniers, on mangera des pâtes, mais on sera vivant. » J'ai regardé mon petit appartement bien rangé, j'ai regardé mon travail stable, j'ai regardé mon compte en banque où j'avais réussi à économiser quelques sous. Et j'ai eu peur. J'ai dit « Pierre, sois réaliste. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Pars devant. Je te rejoindrai quand tu auras une situation stable, quand ce sera le bon moment. » Il est parti. Je suis restée. Le flacon est resté sur la commode. Les lettres de Pierre arrivaient, pleines de soleil et de passion. Puis, elles sont devenues plus rares. Puis, elles ont cessé. J'ai appris plus tard qu'il avait rencontré une Italienne, une femme qui n'avait pas peur de vivre, une femme qui, j'en suis sûre, ouvrait ses bouteilles de vin le soir même et portait ses plus belles robes pour aller acheter du pain. Moi, j'attendais toujours le bon moment pour le rejoindre. Ce moment n'est jamais venu. J'ai fini par me marier avec un autre homme, Jean-Claude, un homme bien, un comptable.
Un homme qui ne m'aurait jamais demandé de vendre une montre pour acheter du parfum. Avec lui, la vie était calme, prévisible, tracée comme une ligne droite sur une feuille de papier millimétrée. J'ai rangé le parfum de Pierre au fond d'un tiroir. Je ne pouvais pas le porter pour Jean-Claude. Ça aurait été une insulte à mon mari et une trahison de mon passé. Mais je ne pouvais pas le jeter. C'était impossible. C'était la seule chose qui me restait de la magie. Alors, je me suis dit, je le garde pour le mariage de ma fille. Ce sera mon héritage. Les années ont passé à une vitesse terrifiante. J'ai élevé des enfants, j'ai tenu une maison, j'ai organisé des dîners mondains, j'ai porté des parfums raisonnables, des eaux de toilette fraîches et discrètes. J'ai porté des vêtements pratiques, j'ai économisé pour la retraite. J'ai vécu une vie en mode économie d'énergie. Et le flacon dormait dans le noir. Le liquide ambré vieillissait, seul, inutile. Ma fille Abbassélé, mariée, il y a 20 ans. Le matin de ses noces, j'ai sorti le flacon du tiroir. J'ai tenu le cristal dans mes mains, maintenant marqué par l'âge. J'étais prête. C'était l'occasion. Mais au dernier moment, le doute m'a saisi. Et si le parfum avait tourné? Et s'il sentait mauvais? Je ne vais pas empester le mariage de ma fille avec une vieillerie. J'ai eu peur de gâcher la fête. J'ai eu peur du jugement. J'ai remis le flacon dans le tiroir. Pour mes 60 ans, me suis-je promis. Puis pour mes 70 ans. Puis pour mes 80 ans. Aujourd'hui, j'ai 83 ans. Jean-Claude n'est plus là. Mes enfants sont grands et vivent leur vie loin de moi. L'appartement est grand et silencieux. Hier, j'ai appris que Pierre était mort. Il est mort en Italie, célèbre, fauché, mais heureux, paraît-il. Cette nouvelle m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti le flacon. Je l'ai posé devant moi. Il est là, intact, parfait, aussi beau que le jour où Pierre l'a acheté avec l'argent de sa montre. Mais moi, je suis une ruine. Mes mains tremblent. Ma peau est sèche. Je n'ai plus d'occasion spéciale à l'horizon. Il n'y aura plus de bal, plus de mariage, plus de grands voyages. Il ne reste que moi, le silence et ce parfum fermé. J'ai réalisé, avec une horreur glaciale, que j'ai passé toute ma vie à préparer un avenir qui est devenu du passé sans que je m'en aperçoive. J'ai préservé l'objet, mais j'ai tué le sens. Il y a un silence étrange dans la chambre ce soir. Même le tic-tac de l'horloge semble avoir ralenti, comme pour respecter la solennité du moment. J'ai pris le flacon. J'ai senti le froid du cristal contre ma paume, ce même froid que j'avais senti sur le quai de la Seine il y a 58 ans. Sauf qu'à l'époque, mes mains étaient lisses et fermes, et maintenant, elles sont parcourues de veines bleues et noueuses, comme les racines d'un vieil arbre qui s'accroche à la terre. J'ai cherché mes petits ciseaux de broderie, ceux avec les manches dorées. J'ai approché la lame du col du flacon. J'ai coupé le fil d'or. Le petit bruit sec du fil qui cède a résonné dans la pièce comme un coup de feu miniature. C'était la première barrière qui tombait. Le seau était brisé. Il ne restait plus que le bouchon de verre, givré par le temps, soudé au goulot par des décennies d'immobilité. J'ai essayé de le tourner. Il résistait. Il s'accrochait comme s'il savait que l'ouvrir maintenant était une erreur, comme s'il voulait protéger le dernier secret de Pierre. J'ai dû forcer. J'ai senti une douleur dans mes doigts arthritiques, mais je n'ai pas lâché. Je voulais savoir, je devais savoir. Et puis soudain, il y a eu un petit claquement. Le verre a cédé, le bouchon s'est libéré. J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé ce qui allait se passer. J'ai imaginé une explosion de fleurs, d'œillets, de roses, d'épices, cette symphonie olfactive que Pierre m'avait promise. J'ai imaginé que l'odeur allait faire revivre le passé, que Pierre allait entrer dans la pièce en riant, que je redeviendrais la jeune fille de 22 ans sous la pluie. J'ai approché le flacon de mon nez. J'ai inspiré profondément, avec l'avidité d'un noyé qui cherche de l'air. Et la réalité m'a frappé. Ce n'étaient pas des fleurs. Ce n'était pas le printemps. C'était une odeur âcre, piquante, une odeur d'alcool fort, de vernis, de quelque chose de rance et de chimique. Le parfum était mort. Les notes de tête, ces notes légères et joyeuses qui s'envolent là, les premières,
avait disparu depuis longtemps, évaporé à travers les micro-fissures du bouchon. Les huiles essentielles s'étaient oxydées. Il ne restait que le squelette du parfum, une carcasse olfactive déformée par le temps et l'obscurité. Ça ne sentait pas l'amour, ça sentait le vieux placard, ça sentait l'abandon. J'ai laissé tomber le bouchon sur la table. J'ai regardé le liquide ambré qui me semblait maintenant trouble, presque menaçant. J'ai compris à cet instant précis la tragédie de ma prudence. En voulant sauver le parfum, je l'avais détruit. Si je l'avais ouvert en 1965, il aurait été magnifique. Il se serait évaporé, oui, mais il se serait évaporé en créant des souvenirs. Il aurait imprégné mes écharpes, la veste de Pierre, les draps de notre lit. Il aurait vécu. Là, il n'a jamais vécu. Il a juste pourri. C'est exactement ce que j'ai fait avec ma vie. J'ai gardé mon cœur pour plus tard, et maintenant qu'il est temps de l'ouvrir, il ne bat plus que pour la survie, pas pour la passion. J'ai versé une goutte de ce liquide, gâté, sur mon poignet, juste pour sentir la brûlure de l'alcool sur ma peau. L'odeur est terrible, elle me pique la gorge, mais je la garde, je la respire. C'est l'odeur de ma punition, c'est l'odeur de tous les noms que j'ai dits, de tous les attendons, de tous les soyons raisonnables. Je pense à vous, ceux qui écoutent cette voix tremblante. Je vous imagine avec vos propres flacons scellés. Peut-être est-ce une robe en soie que vous trouvez trop belle pour aller travailler. Peut-être est-ce un service en porcelaine de Limoges que vous laissez dans le buffet de peur qu'une assiette ne se casse. Peut-être est-ce des mots d'amour que vous ne dites pas parce que vous attendez le bon moment. Écoutez-moi bien. Le bon moment, c'est une illusion. C'est un mensonge que nous nous racontons pour justifier notre peur de vivre. Le futur n'est pas une banque où l'on peut déposer des moments de bonheur pour les retirer avec des intérêts. Le bonheur ne se stocke pas, il se consomme. Il doit être mangé chaud tout de suite avec les doigts s'il le faut. Si vous avez une belle robe, portez-la demain pour aller acheter votre baguette. Et si vous la tachez, tant mieux. Une tache est la preuve que la robe a vécu, qu'elle a participé à un repas, à une vie. Une robe intacte dans une housse est une robe morte. Si vous avez des verres en cristal, buvez votre eau dedans tous les jours. Et s'il casse, qu'il casse, le bruit du cristal qui se brise est 100 fois préférable au silence de la poussière qui s'accumule. Au moins, ils auront servi, au moins, ils auront brillé à la lumière du jour. Je regarde ce flacon ouvert. Il est inutile maintenant, je vais devoir le vider dans l'évier. Pensez que Pierre a sacrifié la montre de son grand-père pour ça, pour que je vide son cadeau dans les égouts 50 ans plus tard. C'est d'une tristesse absolue, mais c'est une leçon nécessaire. Je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas courir après Pierre en Italie, je ne peux pas récupérer ma jeunesse, mais je peux, peut-être, vous empêcher de faire la même erreur. Ne soyez pas des gardiens de musée. Votre vie n'est pas une exposition sous verre. Votre vie est un chantier, un banquet, un champ de bataille. Salissez-vous, usez vos objets, consommez vos trésors, ne laissez rien derrière vous. Quand la fin viendra, je veux que vos placards soient vides. Je veux que vous ayez tout porté, tout bu, tout ressenti. Ne laissez pas aux héritiers des cartons remplis de neuf. Laissez-leur des histoires. Laissez-leur des objets ébréchés, usés, qui racontent que vous avez mordu dans la vie à pleines dents. Moi, je vais me coucher maintenant. L'odeur âcre du parfum flotte encore dans la chambre, comme un fantôme. Je ne vais pas aérer, je vais dormir avec cette odeur. C'est tout ce qui me reste de Pierre. Une odeur ratée pour une vie ratée. Mais vous êtes encore à temps. Ouvrez vos flacons, ce soir. N'attendez pas l'aube. L'aube n'est promise à personne. Aujourd'hui, j'ai 83 ans. Jean-Claude n'est plus là. Mes enfants sont grands et vivent leur vie loin de moi. L'appartement est grand et silencieux. Hier, j'ai appris que Pierre était mort. Il est mort en Italie, célèbre, fauché, mais heureux, paraît-il. Cette nouvelle m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti le flacon. Je l'ai posé devant moi. Il est là, intact, parfait, aussi beau que le jour où Pierre l'a acheté avec l'argent de sa montre. Mais moi, je suis une ruine. Mes mains tremblent. Ma peau est sèche. Je n'ai plus d'occasion spéciale à l'horizon.
il n'y aura plus de bal, plus de mariage, plus de grands voyages. Il ne reste que moi, le silence et ce parfum fermé. J'ai réalisé avec une horreur glaciale que j'ai passé toute ma vie à préparer un avenir qui est devenu du passé sans que je m'en aperçoive. J'ai préservé l'objet, mais j'ai tué le sens.